Le sommelier s'est approché pour discuter des sélections de vins, et j'ai choisi une bouteille du Saint-Émilion Grand Cru préféré de papa, malgré son prix de 80 €. Tout devait être parfait. Ma famille est arrivée ensemble, une unité coordonnée dont j'étais, d'une manière ou d'une autre, toujours séparée. Papa avait l'air distingué dans le blazer bleu marine que je lui avais acheté pour Noël, son teint bien meilleur qu'il ne l'avait été des mois auparavant. Maman portait sa plus belle robe, la bordeaux avec les boutons de nacre, et avait clairement passé du temps à se coiffer et à se maquiller. Thomas est arrivé avec sa femme Sophie et leurs 2 enfants, Emma, 8 ans, et Jules, 6 ans. Il avait pris du poids depuis ses années de football, mais il se déplaçait toujours avec cette assurance qui avait toujours fait de lui le favori de maman. Sophie était parfaitement apprêtée comme toujours, sac à main de créateur et ongles manucurés, soutenu par le salaire de cadre moyen de Thomas dans une compagnie d'assurance. Guillaume est venu seul, ayant rompu avec sa dernière petite amie le mois précédent. À 26 ans, il se cherchait encore, travaillant à temps partiel dans un magasin de sport tout en poursuivant sa carrière musicale. Son charme était intact, faisant rire tout le monde quelques minutes après s'être assis. Et puis il y avait moi, Léna, 28 ans, célibataire depuis la fin de ma relation avec Marc 3 mois plus tôt. Il avait dit que j'étais trop concentrée sur les problèmes des autres pour prêter attention à notre relation. À l'époque, j'avais été en colère contre son égoïsme. Maintenant, assise seule alors que mes frères avaient leur famille, ces mots me piquaient avec une vérité inconfortable. « Léna, cet endroit est chic », a sifflé Guillaume en regardant autour de lui. « Ça doit coûter une fortune à quelqu'un. »« C'est les 60 ans de papa », ai-je répondu simplement. « Il mérite quelque chose de spécial. » L'expression de maman se crispa presque imperceptiblement. « Eh bien, certains d'entre nous croient qu'il faut vivre selon ses moyens. » Le commentaire ressemblait à une petite pique, mais je l'ai ignoré. Cette soirée était pour papa, pas pour l'humeur de maman, quelle qu'elle soit. Alors que nous nous installions à nos places, j'ai remarqué que maman se positionnait à l'extrémité opposée de la table par rapport à moi. Papa était assis en bout de table, rayonnant de bonheur d'avoir toute sa famille réunie. Les enfants discutaient avec enthousiasme des serviettes en tissu fantaisie et des multiples fourchettes à chaque couvert. Le serveur s'est approché avec les menus, et j'ai croisé son regard en hochant légèrement la tête. Nous nous étions arrangés plus tôt pour qu'il gère discrètement l'addition le moment venu. J'avais déjà fourni les informations de ma carte de crédit pour éviter tout moment gênant concernant le paiement. « On commence par un peu de vin ?» ai-je suggéré, sachant que papa apprécierait le geste. « Le vin semble parfait », a convenu papa, ses yeux se plissant de joie. « C'est un tel plaisir d'avoir tout le monde réuni comme ça. » Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à remarquer que les commentaires de maman devenaient de plus en plus pointus. Quand j'ai mentionné ma récente promotion au poste d'analyste senior, elle a fait la remarque « Ça doit être agréable d'avoir tout cet argent supplémentaire à jeter par les fenêtres. » Quand les entrées sont arrivées et que j'ai suggéré que nous en commandions quelques-unes à partager, elle a ajouté « Je suppose que quand on est célibataire sans réelle responsabilité, on peut se permettre d'être généreuse. » Chaque commentaire était livré avec un sourire, formulé dans un langage qui pouvait être interprété comme une observation inoffensive, mais le message sous-jacent était clair. On me critiquait pour la stabilité financière même qui soutenait la famille depuis des années. Papa semblait inconscient des. Sous-entendu, perdu dans son bonheur de la célébration. Thomas et Guillaume riaient des remarques de maman, les traitant comme des taquineries familiales de bon aloi. Mais je sentais chacune d'elles comme une petite coupure, l'effet cumulé se transformant en quelque chose de beaucoup plus douloureux. Lorsque le plat principal est arrivé, la conversation s'est tournée vers les souvenirs de famille, chacun partageant des histoires sur la vie et les accomplissements de papa. Cela aurait dû être réconfortant, mais les commentaires de maman continuaient d'empoisonner l'atmosphère pour moi. Quand Thomas a raconté une histoire sur papa lui apprenant à conduire, maman a ajouté « Il a toujours été si patient avec les garçons. Les filles sont différentes, cependant, plus compliquées. » Quand Guillaume a partagé un souvenir de papa venant à ses concerts au lycée, elle a dit « Ton père a toujours pris le temps pour ce qui comptait vraiment. Tout le monde n'apprécie pas ce genre de dévouement. » J'ai essayé d'apporter mes propres souvenirs, mais chaque tentative était soit ignorée, soit transformée en critique. Quand j'ai mentionné comment papa avait conduit 4 heures pour ma remise de diplôme, maman a répondu « Eh bien, il se sentait obligé. Tu as toujours été si exigeante de son attention. » Le vin coulait à flots maintenant, et à chaque verre, la retenue de maman semblait diminuer. Ses commentaires devenaient plus directs, moins déguisés en observations désinvoltes. « Léna pense toujours qu'elle sait mieux que tout le monde », a-t-elle dit quand j'ai suggéré que nous commandions un dessert. Ça doit venir du fait qu'elle passe tant de temps avec des chiffres au lieu de gens. Thomas Surrey. Elle a toujours été la sérieuse. Vous vous souvenez comment elle faisait des feuilles de calcul pour son argent de poche? J'avais 10 ans, dis-je doucement, sentant mes joues brûler d'embarras. Même à l'époque, elle était obsédée par l'argent, a ajouté Guillaume, pensant apparemment qu'il était drôle. J'ai regardé autour de la table,
voyant soudainement la dynamique clairement. J'étais l'étrangère, celle dont il pouvait se moquer en toute sécurité parce que je ne ripostais jamais. La responsable, la fiable, celle qui payait pour tout en étant traitée comme la blague de la famille. Papa a dû sentir mon malaise car il a essayé de réorienter la conversation. Léna a très bien réussi. Nous sommes fiers de son succès. Mais maman n'avait pas terminé. Succès, répéta-t-elle comme si le mot avait un goût amer. Je suppose que c'est une façon de voir les choses. J'ai toujours cru qu'il y avait plus dans la vie que de simplement gagner de l'argent. L'implication était claire. J'étais superficielle, matérialiste, passant à côté de ce qui comptait vraiment. Venant de la femme dont j'avais payé les factures médicales, dont j'avais aidé à payer l'hypothèque, dont je finançais actuellement les dîners de famille. Je sentais ma patience commencer à s'effriter, mais j'ai tenu ma langue. C'était l'anniversaire de papa. Je ne le gâcherais pas en commençant une dispute. Le serveur s'est approché avec la carte des vins, demandant si nous aimerions une autre bouteille. J'étais sur le point d'accepter quand maman a pris la parole. Oh, je pense que nous en avons eu assez. Certains d'entre nous doivent travailler demain. Elle me regarda directement. Bien que, je suppose que quand on gagne assez d'argent, on peut se permettre de prendre des jours de congé quand on veut. Ce n'était même pas vrai. Je travaillais plus d'heures que n'importe qui dans mon entreprise, prenant des projets supplémentaires pour faire avancer ma carrière et maintenir le revenu qui subvenait non seulement à mes besoins, mais de plus en plus à ceux de ma famille. En fait, je travaille 60 heures par semaine, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. La promotion est venue avec des responsabilités supplémentaires. 60 heures, a sifflé Thomas. Pas étonnant que tu sois encore célibataire. Qui a le temps pour une relation en travaillant comme ça? Sophie lui a donné un coup de coude, reconnaissant l'insensibilité du commentaire, mais le mal était fait. La rupture avec Marc était encore fraîche, et me le faire jeter au visage lors d'un dîner de famille était particulièrement cruel. Maman a saisi l'occasion. C'est exactement ce que je veux dire. Léna est tellement concentrée sur sa carrière. Elle passe à côté de ce qui compte vraiment. La famille, les relations, une vie normale. Je la fixai à travers la table. Cette femme qui m'avait élevée, me demandant comment elle pouvait être si aveugle à l'ironie de ses paroles. Je passais à côté d'une vie normale précisément parce que j'étais tellement concentrée à prendre soin de cette famille. Mais je n'ai toujours rien dit. J'ai souri crispement et j'ai attrapé mon verre de vin, comptant les minutes jusqu'à la fin de ce dîner. La tension a atteint un point de rupture lorsque le serveur est arrivé avec le gâteau d'anniversaire de papa. Une riche création au chocolat avec joyeux 60e anniversaire écrit en élégantes lettres. Le visage de papa s'est illuminé d'une joie sincère pendant que nous chantions. Et pendant un moment, le désagrément antérieur s'est estompé à l'arrière-plan. « Fais un vœu, papa !» s'est écrié Emma en applaudissant. Papa a fermé les yeux, a fait son vœu et a soufflé les bougies sous des applaudissements enthousiastes. Le moment semblait pur, non contaminé par les courants sous-jacents qui s'étaient accumulés toute la soirée. « C'est l'heure des cadeaux », a annoncé Sophie, sortant un paquet soigneusement emballé de la part de la famille de Thomas. Les cadeaux étaient attentionnés, mais modestes. Thomas et Sophie avaient offert à papa un joli polo et un livre sur le travail du bois. Guillaume a présenté une photo encadrée de lui et de papa lors d'une partie de pêche l'été dernier. Les enfants avaient fait des cartes à la main que papa chérissait autant que n'importe quoi d'autre. J'avais gardé mon cadeau pour la fin, à la fois parce que je voulais qu'il soit spécial et parce que j'étais nerveuse de la réaction de la famille. La montre avait coûté plus cher que tous les autres cadeaux réunis. Mais quand j'avais vu papa l'admirer dans la vitrine de la bijouterie des mois plus tôt, j'avais su qu'elle était parfaite. « C'est de ma part, papa », dis-je en faisant glisser la petite boîte en velours sur la table. Papa l'ouvrit avec précaution, et son souffle se coupa quand il vit l'Omega 6 Master à l'intérieur. C'était une magnifique montre, classique et élégante, avec un cadran bleu marine assorti à son blazer préféré. « Léna » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. « C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. »« Tu peux et tu le feras » dis-je fermement. « Tu as travaillé dur toute ta vie, papa. Tu mérites quelque chose de beau. » Il sortit la montre de sa boîte avec des mains respectueuses, et je l'ai aidé à l'attacher autour de son poignet. L'ajustement était parfait, et la montre avait l'air distinguée sur sa peau bronzée. « Elle est magnifique » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Merci, ma chérie. Je la chérirai toujours. » Mais en regardant autour de la table, j'ai réalisé que mon cadeau avait créé un moment inconfortable. Les cadeaux de tout le monde semblaient soudainement inadéquats en comparaison, et la disparité de coûts était évidente pour tous. Guillaume laissa échapper un petit sifflement. « Mince, Léna. C'est une sacrée montre. »« Surveille ton langage », le gronda automatiquement Sophie en jetant un coup d'œil aux enfants. Thomas étudiait la montre avec une envie évidente. « Ça a dû coûter une fortune. »« Peu importe ce que ça a coûté, » dis-je, mais je sentais l'ambiance à table changer. Le visage de maman s'était durci en quelque chose de froid et de calculateur. Je la regardais traiter les implications de mon cadeau coûteux.
Et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans son esprit. Eh bien, dit-elle. Finalement, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je suppose que quand on n'a pas de mari ou d'enfant à charge, on peut se permettre de dépenser de l'argent pour tout ce qu'on veut. Le commentaire a frappé comme un coup de poing. Non seulement elle diminuait mon cadeau à papa, mais elle soulignait également mon statut de célibataire et sans enfant comme des échecs personnels. Papa a essayé d'intervenir. Martine, ça suffit. Léna m'a fait un cadeau magnifique, et je lui en suis reconnaissant. Mais maman n'avait pas terminé. Elle s'était préparée à ce moment toute la soirée, et maintenant elle était prête à frapper. Oh, je suis sûre que tu es reconnaissant, Robert. Léna a toujours été très douée pour acheter de l'affection. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un gaz toxique. Tout le monde à table a compris l'implication que ma générosité n'était pas un amour sincère mais une sorte de manipulation ou une tentative d'acheter de l'approbation. J'ai senti mon monde basculer. C'était ma mère, la femme qui m'avait élevée, et elle suggérait que chaque sacrifice que j'avais fait pour cette famille était en quelque sorte calculé et égoïste. Ce n'est pas juste, dis-je doucement, ma voix à peine stable. Ah non. Le masque de maman glissait maintenant, révélant quelque chose de laid en dessous. Tu jettes l'argent par les fenêtres comme si tu nous rendais un grand service, mais ce que tu fais vraiment, c'est te mettre en avant, nous faire nous sentir petits. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. 6 ans à envoyer de l'argent à la maison, à couvrir des factures médicales, des mensualités de prêts et des réparations de voitures, et elle présentait cela comme de la vanité. Je n'ai jamais fait en sorte que quiconque se sente petit, dis-je en luttant pour garder ma voix égale. Je voulais juste aider. Aider, répéta-t-elle d'un ton moqueur. Bien sûr. Elle prit une autre gorgée de vin. Et je pouvais voir qu'elle avait dépassé le point de se soucier des conséquences. Tu sais ce que je pense, Léna? Je pense que tu utilises l'argent pour contrôler les gens, pour te sentir importante. Le restaurant sembla s'effacer autour de nous. Les conversations des autres convives devinrent un bruit de fond. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de ma mère, aiguë et cruelle, transperçant chaque illusion que j'avais entretenue sur ma place dans cette famille. Papa nous regardait avec une alarme croissante. Martine, SILT plate. Pas ce soir. Mais maman était impossible à arrêter. Elle avait gardé cela en elle pendant des mois, peut-être des années. Et maintenant, tout se déversait. Non, Robert, elle a besoin d'entendre ça. Léna pense qu'elle est bien meilleure que nous tous parce qu'elle a de l'argent. Elle nous le fait sentir. Elle nous fait sentir que nous devrions être reconnaissants pour chaque petite chose qu'elle fait. Je tremblais maintenant. Des années de blessures et de colère refoulées remontaient à la surface. Chaque petite chose? J'ai payé pour l'opération de papa. Je couvre vos mensualités de prêt depuis 2 ans. Je paie pour ce dîner en ce moment même. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu, et j'ai remarqué que d'autres clients du restaurant commençaient à regarder dans notre direction. Les yeux de maman brillèrent d'un éclat de triomphe. Elle avait réussi à me provoquer et à me faire perdre mon sang-froid à l'anniversaire de papa. Voilà, dit-elle avec satisfaction. La vérité éclate. Tu gardes une trace de chaque centime, n'est-ce pas? Chaque faveur cataloguée, chaque euro dépensé brandi au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas vrai, dis-je désespérément, cherchant du soutien autour de la table. Mais Thomas et Guillaume fixaient leurs assiettes, peu enclins à s'impliquer. Sophie a suffoqué de distraire les enfants. Papa avait l'air accablé mais paralysé. Maman se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure vicieux qui portait en quelque sorte plus de poids qu'un cri. Tu veux savoir ce que je pense vraiment, Léna? Je pense que tu es pathétique. Une femme seule et amère qui ne peut pas acheter l'amour qu'elle n'a jamais gagné naturellement. Les mots m'ont frappé comme des coups, mais elle n'avait pas fini. Tu es assise là dans tes vêtements chers, étalant ton argent, pensant que ça te rend spécial. Mais tu sais quoi? Tu ne fais même pas partie de cette famille. Elle a prononcé les derniers mots avec un rire cruel, comme si l'idée même de mon appartenance était absurde. Le restaurant est devenu silencieux autour de notre table. Même le bruit ambiant semblait disparaître alors que ces mots résonnaient dans mon esprit. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Tout s'est arrêté. Mon cœur, ma respiration, ma capacité à penser clairement. La femme qui m'avait donné naissance, qui m'avait élevée pendant 18 ans, venait de déclarer que je n'appartenais pas à ce clan. Le temps sembla suspendu dans cet instant après les mots de maman. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles, sentir le sang quitter mon visage alors que l'impact total de ce qu'elle avait dit s'installait en moi. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Autour de la table, tout le monde était devenu immobile. Le visage de papa était livide, sa bouche légèrement entr'ouverte de choc. Thomas et Guillaume regardaient maman avec des expressions d'incrédulité. Sophie avait mis ses mains sur les oreilles d'Emma, essayant de protéger les enfants de la laideur qui se déroulait sous leurs yeux. Mais maman avait l'air satisfaite, presque triomphante. Elle avait enfin dit ce qu'elle pensait apparemment depuis des années, et le soulagement sur son visage était indéniable.
La rage qui montait en moi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle a commencé comme un œuf froid dans mon estomac et s'est propagée comme un feu, consumant toute pensée rationnelle. 6 ans de sacrifice, à faire passer les besoins de ma famille avant les miens, à travailler 60 heures par semaine pour soutenir des gens qui me voyaient comme une étrangère. J'ai pensé à mon minuscule studio meublé avec des meubles d'occasion parce que j'envoyais de l'argent à la maison au lieu de me construire une vraie vie. J'ai pensé à Marc, qui était parti parce que j'étais toujours stressée par les crises financières familiales, choisissant toujours leurs besoins au détriment de notre relation. J'ai pensé à la montre au poignet de papa, achetée avec l'argent que j'avais gagné grâce à d'innombrables nuits tardives et projets de week-end. J'ai pensé aux factures médicales que j'avais payées sans poser de questions, aux mensualités de prêts que j'avais couvertes sans me plaindre, à la dette de carte de crédit que j'avais contractée pour maintenir cette famille à flot. Et j'ai pensé à moi, assise seule dans ce restaurant, l'étrangère à la fête d'anniversaire de mon propre père, me faisant dire que je ne faisais même pas partie de la famille que je soutenais. La clarté qui accompagnait la rage était presque cristalline. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je voyais la dynamique de ma famille avec une honnêteté parfaite et douloureuse. Je n'étais pas la fille bien-aimée qui aidait occasionnellement. J'étais le distributeur automatique de la famille, apprécié uniquement pour ce que je pouvais fournir, et même pour cela, on m'en voulait. Maman me regardait, attendant ma réaction. Peut-être s'attendait-elle à des larmes ou à une explosion de colère qui lui permettrait de me dépeindre comme l'instable. Peut-être pensait-elle que je m'excuserais, que j'essaierais de faire la paix comme je l'avais toujours fait auparavant. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon verre de vin d'une main ferme. Lakshan sembla la surprendre. Je pouvais voir la confusion scintiller sur son visage alors que je levais le verre, le tenant à hauteur des yeux comme pour porter un toast. Parfait, dis-je, ma voix calme et claire malgré le chaos qui faisait rage en moi. Alors ne me demandez plus d'argent. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondes de choc qui se propagèrent sur chaque visage à la table. L'expression de maman changea instantanément. La satisfaction triomphante disparut, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Pour la première fois, elle semblait comprendre les implications de ce qu'elle venait de dire. Lena, commença-t-elle, mais je levai ma main libre pour l'arrêter. Non, maman. Tu as absolument raison. Si je ne fais pas partie de cette famille, alors je n'ai aucune obligation envers cette famille. Je pris une gorgée de vin, savourant à la fois le goût et l'alarme croissante sur le visage de ma mère. Papa retrouva sa voix le premier. Lena, ma chérie, ta mère ne pensait pas ça. Elle est juste contrariée par quelque chose. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais je regardais maman, observant la couleur quitter ses joues alors qu'elle commençait à calculer ce que mes mots signifiaient. Tu ne le pensais pas, maman? Demandai-je avec une douceur trompeuse. Parce que ça sonnait comme si tu le pensais. Ça sonnait comme si tu le pensais depuis longtemps. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Je continuai, ma voix se renforçant à chaque phrase. Parce que si je ne fais pas partie de cette famille, alors je devrais probablement arrêter d'agir comme si c'était le cas. Je devrais arrêter de payer pour des dîners de famille comme celui-ci. Je devrais arrêter de couvrir les mensualités de prêts, les factures médicales et les réparations de voitures. Thomas et Guillaume se regardaient, commençant enfin à comprendre l'ampleur de mes contributions financières à la famille. Je devrais probablement arrêter de prendre des appels à minuit quand quelqu'un a besoin d'argent en urgence, continuai-je. Je devrais arrêter de faire des heures supplémentaires pour couvrir les découvertes de tout le monde. Je devrais commencer à vivre comme la personne égoïste et obsédée par l'argent que tu sembles penser que je suis. Lena, s'il te plaît, murmura maman, sa voix à peine audible. Mais je n'avais pas terminé. 6 ans de ressentiment refoulé se déversaient maintenant, et je n'aurais pas pu m'arrêter si je l'avais voulu. Tu sais ce qui est drôle, maman? Tu as raison sur une chose. Je garde une trace de l'argent. Alors, laissez-moi partager quelques chiffres avec tout le monde. Je regardai autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque membre de la famille à tour de rôle. 20 000 € pour les frais médicaux de papa. 14 000 € de mensualité de prêt au cours des 2 dernières années. 9 000 € pour la voiture de Thomas quand elle a été saisie. 7 000 € pour les frais de scolarité du BTS de Guillaume qu'il n'a jamais terminé. 5 000 € pour le nouveau toit. 3 500 € pour la réparation de la chaudière l'hiver dernier. À chaque chiffre, le visage de maman devenait plus pâle et les expressions de mes frères devenaient plus choquées. Ce dîner ce soir, 400 €, vin et pourboire compris, entièrement payé par quelqu'un qui ne fait même pas partie de la famille. Le silence dans le restaurant était complet maintenant. Même les autres convives avaient cessé leur conversation, sentant le drame qui se déroulait à notre table. Maman essaya de nouveau, sa voix désespérée. Lena, j'étais juste contrariée. Je ne le pensais pas vraiment. Tu le pensais? Dis-je fermement. Et tu sais quoi? Tu as raison. J'ai essayé d'acheter de l'amour, d'essayer de gagner ma place dans cette famille avec de l'argent. Mais on ne peut pas acheter quelque chose qui n'a jamais été à vendre.
Je me levai lentement, mes jambes étonnamment stables malgré le tremblement de terre émotionnel que je vivais. Le restaurant autour de nous resta silencieux, les autres convives faisant semblant de ne pas regarder, tout en étant clairement captivés par le drame familial qui se déroulait à notre table. « Où vas-tu » demanda papa, la panique s'insinuant dans sa voix. « Je rentre à la maison » dis-je simplement. « Mais d'abord, je dois m'occuper de quelque chose. » J'ai attiré l'attention du serveur et lui ai fait signe de s'approcher. Il s'approcha prudemment, clairement conscient que quelque chose d'important se passait à notre table. « Je dois changer le mode de paiement » lui dis-je doucement. « Veuillez retirer ma carte de crédit de l'addition. » Le serveur jeta un regard nerveux autour de la table, ne sachant pas comment gérer la situation. « Madame, votre carte est déjà enregistrée pour l'ensemble du dîner. »« Alors retirez-la et apportez des additions séparées pour tout le monde, » dis-je fermement. Le visage de maman passa du pâle au livide. « Léna, ne sois pas ridicule. Nous pouvons arranger ça. » Mais je sortais déjà mon portefeuille de mon sac, retirant la carte de crédit que j'avais prévu d'utiliser pour la célébration familiale. Le serveur la prit avec hésitation, clairement mal à l'aise avec la tension qui émanait de notre table. « En fait, » dis-je en reconsidérant, « apportez simplement mon addition séparément. Les autres peuvent trouver comment se partager la leur. » Les implications de mes paroles frappèrent la table comme une force physique. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. Il s'agissait de la fin de mon soutien financier, de la fin de mon rôle de filet de sécurité familiale. Thomas fut le premier à vraiment comprendre. « Léna, attends. Parlons-en. Maman a dépassé les bornes, mais nous pouvons arranger ça. »« Le pouvons-nous » demandai-je en me tournant vers lui. « Parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'est juste produit ce soir, Thomas. Je pense que c'est ce que vous avez tous ressenti depuis longtemps. » Guillaume calculait frénétiquement dans sa tête, essayant probablement de déterminer combien d'argent j'avais contribué à sa vie au fil des ans. Son travail à temps partiel au magasin de sport couvrait à peine son loyer, sans parler de ses autres dépenses. « Allez, Léna, dit-il, forçant un rire qui sonnait creux. Nous sommes une famille. Les familles se disputent parfois, ça ne veut rien dire. »« Ça veut tout dire, répondis-je. Ça veut dire que je comprends enfin où je me situe par rapport à vous tous. » Papa essayait désespérément de sauver la situation. « Ta mère a été sous beaucoup de stress dernièrement. Les factures médicales, la convalescence, tous les changements. Elle ne réfléchit pas clairement. »« Papa, dis-je doucement, mon cœur se brisant un peu à la douleur dans ses yeux. Les factures médicales que j'ai payées, le stress lié à l'argent que je couvre depuis des années. Maman n'est pas contrariée par la pression financière. Elle est contrariée que j'existe. » Je regardai directement maman, qui fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. « N'est-ce pas, maman ? Tu as détesté chaque euro que j'ai envoyé, chaque facture que j'ai payée, chaque fois que j'ai aidé cette famille. Non pas parce que vous n'aviez pas besoin d'aide, mais parce que le fait d'en avoir besoin vous faisait vous sentir petite. » Quand elle a finalement levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Le temps de la sympathie était passé quand elle a déclaré que je ne faisais pas partie de la famille. « Tu veux savoir quel est le vrai problème ?» continuai-je. « Ce n'est pas que j'ai de l'argent. C'est que j'ai de l'indépendance. C'est que je me suis construit une vie au lieu de me marier et d'avoir des bébés comme tu penses que j'aurais dû le faire. C'est que j'ai réussi d'une manière qui te met mal à l'aise. »« Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Ah non ? Parce que de mon point de vue, il semble que tu m'aies puni de ne pas correspondre à ton idée de ce que devrait être une fille. » Le serveur revint avec des additions séparées, plaçant discrètement la mienne à côté de mon assiette et posant la facture restante au centre de la table. Le montant était conséquent. Je pouvais le voir aux expressions sur les visages de mes frères alors qu'ils apercevaient le total. « Je ne peux pas me permettre ça, » dit Guillaume doucement, la réalité de la situation s'imposant à lui. « Nous non plus, » ajouta Thomas en regardant Sophie avec une panique croissante. « Pas avec les dépenses des enfants et tout le reste. » Papa attrapa son portefeuille, mais je pouvais voir à son expression qu'il calculait si son revenu fixe pouvait couvrir une facture de dîner inattendue de 300 €. « C'est exactement de ça que je parle, » dis-je en sortant assez d'argent liquide pour couvrir ma part, plus un généreux pourboire. Pendant 6 ans, j'ai été la solution à des problèmes comme celui-ci. Eh bien, je ne fais pas partie de la famille, donc ce n'est plus mon problème. Maman pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Lena, SILT plate. J'ai eu tort de dire ce que j'ai dit. J'étais en colère et je me suis emportée. Mais tu ne peux pas abandonner ta famille pour une seule erreur. Une seule erreur, répétai-je, incrédule. Maman, ce n'était pas une seule erreur. C'était toi qui disais enfin ce que tu pensais depuis le début. Je posai mon argent sur la table et pris mon sac à main. Le poids de 6 ans d'obligations familiales se soulevait de mes épaules, me laissant à la fois plus légère et plus seule que je ne l'avais jamais été. « Je veux que vous compreniez tous quelque chose, dis-je en regardant une dernière fois autour de la table.
Je n'ai jamais jeté l'argent par les fenêtres pour me vanter ou faire en sorte que quiconque se sente petit. J'ai aidé parce que je vous aimais, parce que je pensais que c'était ce que les familles faisaient les unes pour les autres. Mais l'amour doit être réciproque. Papa se leva, attrapant mon bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. C'est mon anniversaire. Nous pouvons arranger ça. Je le serrai doucement dans mes bras, respirant l'odeur familière de son eau de Cologne. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que la montre t'apportera de la joie pendant de nombreuses années. Lena, plaida-t-il. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas continuer à prétendre qu'envoyer de l'argent à la maison équivaut à être aimé en retour. Je l'embrassai sur la joue et reculai, ma décision finale. J'espère que vous trouverez tous comment payer le dîner, dis-je à la table en général. Et j'espère que vous trouverez comment payer pour tout le reste aussi. Sur ce, je me suis éloigné de la table, j'ai traversé le restaurant, dépassant les regards curieux des autres convives, et je suis sorti dans l'air frais du soir. Pour la première fois en 6 ans, j'étais vraiment libre. Le trajet de retour à la maison était surréaliste. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité ou des regrets d'avoir quitté le dîner d'anniversaire de papa, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais à peine. Un soulagement. Un soulagement pur et écrasant d'avoir enfin pris ma défense. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'arrive à mon appartement. Le numéro de papa est apparu sur l'écran, puis celui de Thomas, puis celui de Guillaume. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Quoi qu'ils aient à dire pouvait attendre que j'ai digéré ce qui venait de se passer. Mon studio m'a semblé différent quand je suis entré. Les mêmes meubles d'occasion, le même espace exigu, mais il me semblait plus être un foyer qu'il ne l'avait jamais été auparavant. C'était mon espace, payé avec mon argent, décoré selon mes choix. Aucune obligation familiale ne pesait sur chaque décision. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon petit canapé, me permettant enfin d'absorber pleinement les événements de la soirée. 6 ans de soutien financier s'étaient terminés avec une seule phrase de ma mère. 6 ans de sacrifice, à faire passer les besoins de la famille avant les miens, rejetés comme de l'égoïsme et de l'ostentation. Le téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de maman cette fois. Je l'ai fixé pendant plusieurs sonneries avant de refuser l'appel. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler rapidement. Le premier message de papa était désespéré, suppliant. « Lena, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Ta mère est hors d'elle. Elle sait qu'elle a fait une terrible erreur. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, ne laisse pas une mauvaise soirée détruire notre famille. » Le message de Thomas était plus pratique, plus paniqué. « Lena, je ne sais pas ce qui vient de se passer là-bas, mais nous devons parler. Je n'avais aucune idée que tu couvrais autant de dépenses de maman et papa. Nous devons trouver une solution à cette situation. » Celui de Guillaume était plus court, plus émotionnel. « J'ai tout gâché, Lena. On a tous tout gâché. Je n'ai jamais réalisé à quel point tu as fait pour nous tous. S'il te plaît, rappelle-moi. » Mais c'est le message de maman qui en a révélé le plus. « Lena, je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être. J'ai dit des choses terribles ce soir, des choses que je ne pensais pas. Mais s'il te plaît, nous devons parler. Les factures de l'opération de ton père ne sont pas les seules dettes que nous avons. Nous avons des dettes sur la maison, sur les voitures, sur des cartes de crédit que nous avons utilisées pour les dépenses courantes. Sans ton aide, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. S'il te plaît, ma chérie, je suis désolée. » J'ai écouté ce message 3 fois, chaque écoute révélant de nouvelles couches de manipulation. Même dans ses excuses, maman se concentrait sur ce que le retrait de mon soutien leur coûterait, pas sur la douleur que ces mots m'avaient causée. Les jours suivants ont apporté un flux constant d'appels téléphoniques, de SMS et de mails. Papa appelait chaque matin et chaque soir, sa voix devenant plus tendue à chaque message. Thomas et Guillaume essayaient à tour de rôle différentes approches. Culpabilité, colère, marchandage, supplication. Mais c'est le silence de maman qui en disait le plus. Après ce premier message vocal désespéré, rien. Pas d'excuses, pas de tentative de se racheter, pas de reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée. Son silence confirmait ce que je soupçonnais. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait dit, seulement désolée pour les conséquences. Une semaine après le dîner, j'ai pris une décision qui aurait été impensable avant la déclaration de maman. J'ai réservé des vacances en Corse, quelque chose que je reportais depuis des années parce qu'il y avait toujours une crise financière familiale qui nécessitait mon attention. L'agent de voyage a été surprise de la rapidité avec laquelle j'ai pris mes décisions. Vol en première classe, hôtel en bord de mer, forfait spa complet. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je dépensais de l'argent pour moi-même sans calculer comment cela affecterait mon budget de soutien familial. C'est une sacrée folie, a commenté l'agente en traitant ma carte de crédit. Je célèbre mon indépendance, lui ai-je dit. Les vacances ont été une révélation.
10 jours de plage, de soins au spa et de dîner raffiné, 10 jours sans vérifier mon téléphone toutes les heures pour des appels d'urgence financière de la maison. J'ai lu des romans sur la plage, fait des promenades au coucher du soleil le long du rivage, eu des conversations avec des étrangers qui ne savaient rien de mes obligations familiales. Sur le vol de retour, je me sentais comme une personne différente, bronzée, détendue, surtout, confiante en ma valeur en tant qu'individu plutôt qu'en tant que ressource financière. La transformation n'a pas échappé à mes collègues de travail. Ma patronne, Isabelle, a commenté l'amélioration de ma concentration et de mon énergie lors de notre prochaine réunion d'équipe. Quoi que vous ayez fait en vacances, continue, a-t-elle dit. Votre performance est exceptionnelle depuis votre retour. Il s'est avéré que ne pas être constamment stressé par les finances familiales était bon pour ma carrière. Qui l'aurait cru? 3 mois après le dîner d'anniversaire de papa, les conséquences complètes de mon retrait du soutien financier familial sont devenues apparentes. Les appels téléphoniques avaient continué, devenant plus désespérés à mesure que les factures arrivaient à échéance et que la famille réalisait que je ne bluffais pas en ce qui concerne la fin de mon soutien. Le premier appel de papa est venu lorsque la mensualité de la maison était due. Sa voix était tremblante, plus vieille en quelque sorte. « Léna, je déteste demander, mais nous sommes à court pour le paiement de la maison ce mois-ci. Pourrais-tu éventuellement nous aider une dernière fois? Je sais que les choses se sont mal terminées au dîner, mais il s'agit de garder un toit sur nos têtes. » J'ai écouté le message entier 2 fois avant de le supprimer. L'ancienne Léna aurait immédiatement transféré de l'argent, aurait fait des heures supplémentaires pour couvrir le manque. La nouvelle Léna reconnaissait la manipulation quand elle l'entendait. Thomas a appelé lorsque son propre château de cartes financier a commencé à s'effondrer. Apparemment, il comptait sur mon soutien continu plus que je ne l'avais réalisé. Léna, je ne sais pas comment dire ça, mais je pourrais perdre ma voiture. J'ai des mois de retard sur les paiements, et je comptais sur le fait de pouvoir te demander de l'aide comme toujours. Je sais que maman a dépassé les bornes, mais tu ne peux pas me punir pour ce qu'elle a dit. Mais je ne punissais personne. Je cessais simplement de permettre une dynamique dysfonctionnelle qui nous avait tous endommagés. La situation de Guillaume était la plus prévisible. Sans mon soutien financier, son revenu à temps partiel ne pouvait pas maintenir son style de vie. Il avait été expulsé de son appartement et vivait sur les canapés de ses amis. Je comprends, d'accord, disait son message vocal. Tu es en colère contre maman, et tu devrais l'être, mais je suis sur le point d'être sans abri, Léna. Je suis ton frère. Ça ne veut rien dire. Ça voulait tout dire, c'est exactement pourquoi je ne pouvais pas continuer à permettre son refus de prendre la responsabilité de sa propre vie. La conversation la plus révélatrice est venue d'une source inattendue, Sophie, la femme de Thomas. Elle m'a appelé au travail un après-midi, sa voix habituellement calme tendue par le stress. Léna, je veux que tu comprennes quelque chose. Thomas me ment sur nos finances depuis des années. Je pensais que nous nous en sortions bien, mais apparemment, il comptait sur l'argent que tu lui donnais pour couvrir les dépenses de base. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolée, Sophie. Je n'ai jamais voulu que mon soutien crée des problèmes dans ton mariage. Ce n'est pas pour ça que j'appelle, dit-elle fermement. J'appelle parce que je pense que tu as bien fait de partir. Thomas doit apprendre à gérer ses propres responsabilités. Nous deux. Ces mots signifiaient plus pour moi qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Enfin, quelqu'un dans ma famille reconnaissait que mon retrait n'était pas de la cruauté, mais une nécessité. Comment les enfants gèrent-ils tout ça? Demandai-je, sincèrement préoccupé par Emma et Jules. Ils vont bien. Mieux que bien, en fait. Thomas passe plus de temps avec eux depuis qu'il ne peut plus sortir autant avec ses amis. Un mal pour un bien, je suppose. La conversation avec Sophie m'a donné l'espoir qu'un peu de bien pourrait sortir de cette situation difficile. Mais le changement le plus significatif était en moi. Libéré du fardeau constant des obligations financières familiales, je m'épanouissais. D'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mes performances au travail se sont améliorées de façon spectaculaire, ce qui m'a valu une autre promotion et une augmentation de salaire significative. J'ai recommencé à sortir, rencontrant des gens au travail et lors d'activités sociales au lieu d'être trop stressé et fatigué pour les relations. La différence était remarquable. Sans l'inquiétude constante des crises familiales, j'étais plus présente, plus engagée, plus capable de nouer des liens sincères. J'ai aussi commencé une thérapie, quelque chose que je reportais depuis des années parce que j'étais trop occupée à gérer les problèmes des autres pour m'occuper des miens. Le docteur Anne Dubois est devenu un guide inestimable pour m'aider à comprendre la dynamique familiale qui avait façonné ma vie d'adulte. Vous avez fonctionné comme l'enfant parentifié, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances, assumant des responsabilités d'adulte et des fardeaux émotionnels qui n'étaient pas les vôtres. Le ressentiment de votre mère découle probablement du fait que votre compétence mettait en évidence ses propres sentiments d'inadéquation. Cette prise de conscience fut à la fois douloureuse et libératrice. J'ai commencé à comprendre que la cruauté de maman n'était pas liée à mes échecs, mais à ses propres insécurités et aux dynamiques de pouvoir au sein de notre système familial.
4 mois après le dîner, papa a finalement appelé avec un message différent. Léna, je dois te dire quelque chose. Ta mère et moi allons voir un conseiller. Elle travaille sur certains problèmes de confiance en soi et de dynamique familiale. Elle veut s'excuser auprès de toi correctement quand tu seras prête à l'entendre. J'ai apprécié le message de papa, mais je n'étais pas encore prête. La blessure était encore trop fraîche, les schémas trop ancrés. Un vrai changement prendrait du temps à se prouver. 6 mois après ce dîner d'anniversaire fatidique, maman a finalement pris contact avec une lettre plutôt qu'un appel téléphonique. Les pages manuscrites sont arrivées un mardi après-midi, et je les ai laissées sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours avant de trouver le courage de les lire. Chère Léna, commençait la lettre. Je sais que je n'ai aucun droit d'attendre que tu lises ceci, encore moins que tu y répondes, mais je dois essayer d'expliquer, et plus important encore, de m'excuser pour les choses terribles que je t'ai dites. La lettre faisait 5 pages, détaillant le parcours de maman en thérapie et sa compréhension croissante de la façon dont ses propres insécurités avaient empoisonné notre relation. Elle a écrit sur son sentiment d'inadéquation en tant que mère, surtout en comparaison de ce qu'elle percevait comme ma compétence et mon succès. J'étais jalouse de toi, a-t-elle admis. Jalouse de ton indépendance, de ton succès, de ta capacité à résoudre des problèmes qui laissaient ton père et moi nous sentir impuissants. Au lieu d'être fière de la femme forte que j'avais élevée, je t'en voulais d'être tout ce que je sentais que je n'étais pas. Elle a reconnu les années de soutien financier que j'avais fourni et le sacrifice que cela avait exigé. Je sais maintenant que chaque euro que tu as envoyé à la maison représentait des heures de ta vie, des opportunités que tu as abandonnées, des rêves que tu as différés. Au lieu d'être reconnaissante, j'étais pleine de ressentiment. J'ai transformé ta générosité en une arme contre toi, et je ne pourrai jamais me le pardonner. Les excuses semblaient sincères, mais c'est sa reconnaissance des dommages qui a le plus compté. Je sais que je ne peux pas reprendre ce que j'ai dit. Je sais que je ne peux pas effacer les années où je t'ai fait sentir que ton amour n'était pas suffisant. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'as jamais essayé d'acheter notre amour. Tu essayais de montrer le tien. Elle a terminé la lettre par une promesse plutôt qu'une supplication. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas que tu reviennes à la façon dont les choses étaient. Mais je promets que si jamais tu décides de me donner une autre chance, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être la mère que tu méritais depuis le début. J'ai lu la lettre plusieurs fois sur plusieurs jours. Chaque lecture révélait de nouvelles couches de sens et d'émotions. En thérapie, le docteur Dubois m'a aidé à traiter mes sentiments concernant les excuses de maman et ce que cela pourrait signifier pour notre relation future. Les excuses sont importantes, a-t-elle dit, mais elles ne sont qu'un début. Un vrai changement nécessite un effort soutenu et une modification du comportement dans le temps. J'ai décidé de répondre, mais j'ai gardé ma réponse brève et avec des limites claires. Maman, j'ai reçu ta lettre et j'apprécie ton honnêteté concernant la thérapie et tes prises de conscience. Je suis contente que tu travailles à comprendre ces schémas. Cependant, j'ai besoin de plus de temps avant d'être prête à reconstruire notre relation. Quand je serai prête, il faudra que ce soit une dynamique complètement différente de ce que nous avions avant. Je n'ai pas mentionné l'argent ou le soutien financier. Cette conversation viendrait plus tard, si elle venait. Pendant ce temps, ma vie continuait de s'améliorer d'une manière que je n'avais jamais anticipée. La promotion au travail s'est accompagnée d'opportunités de voyager et de diriger des projets majeurs. J'ai été présentée dans un magazine du secteur financier comme une étoile montante, quelque chose qui aurait été impossible lorsque j'étais constamment distraite par les crises familiales. Ma vie amoureuse s'est également épanouie. J'ai rencontré David lors d'une conférence professionnelle et notre relation s'est développée naturellement sans l'interférence des urgences financières familiales. C'était un directeur marketing avec sa propre carrière exigeante, et il comprenait mes ambitions professionnelles d'une manière que Marc n'avait jamais comprise. Tu sembles si centré, a commenté David après 2 mois de relation. Comme si tu savais vraiment qui tu es et ce que tu veux. Je ne m'étais jamais vue de cette façon auparavant, mais il avait raison. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais selon mes propres priorités au lieu de réagir constamment aux crises des autres. La situation financière de la famille a continué de se détériorer sans mon soutien. Mais cela a également forcé tout le monde à faire des changements attendus depuis longtemps. Papa a accepté des missions de conseil pour compléter sa retraite. Thomas a finalement eu des conversations honnêtes avec Sophie sur leurs finances et a commencé à établir un budget correct. Guillaume a trouvé un emploi à temps plein et a déménagé dans un appartement plus petit et plus abordable. Luttail? Oui. Mais ils grandissaient aussi, apprenant à gérer leurs propres responsabilités au lieu de compter sur moi pour résoudre leurs problèmes. Le premier contact familial après la lettre de maman est venu d'une source inattendue. Ma nièce Emma, maintenant âgée de 9 ans. Elle m'a appelé un samedi après-midi, sa jeune voix incertaine mais déterminée. Tati Léna, c'est Emma. J'appelle parce que tu me manques et je veux savoir si tu vas bien. L'innocence de son inquiétude m'a presque brisé le cœur. Je vais très bien, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien.
Papa et maman ont expliqué que mamie t'a dit des choses méchantes et c'est pour ça que tu ne viens plus au dîner de famille. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Les enfants, je me suis souvent dit, comprenaient ce que les adultes compliquaient. Je t'aime aussi, Emma, plus que tu ne l'imagines. Viendras-tu à ma fête d'anniversaire le mois prochain? Je promets que mamie sera gentille. L'invitation était touchante, mais je n'étais pas encore prête pour les rassemblements familiaux. Je ne peux pas venir à la fête, mais que dirais-tu si toi et moi avions notre propre célébration, juste nous deux? Son excitation était contagieuse. Vraiment? On peut aller à cet endroit avec les grosses coupes de glace. Absolument. Cet après-midi avec Emma a été un tournant. Elle a bavardé sur l'école, les amis et ses derniers projets artistiques, me traitant comme la tante bien-aimée que j'avais toujours été. Elle ne se souciait pas de l'argent, de la dynamique familiale ou des complications d'adultes. Elle m'aimait juste pour qui j'étais. Tu reviendras un jour au dîner de famille, a-t-elle demandé alors que je la ramenais à la maison. Peut-être un jour, dis-je honnêtement. Mais certaines choses doivent changer d'abord. Comme quoi? Comme le fait que les gens doivent apprendre à se traiter avec gentillesse même quand ils sont contrariés par d'autres choses. Elle a hoché la tête solennellement. C'est logique. La vérité sort de la bouche des enfants. 1 an après le dîner d'anniversaire de papa, j'ai reçu un appel que j'attendais et redoutais à la fois. La voix de papa était tendue, plus vieille que ses 61 ans. Léna, je dois te dire quelque chose. Ta mère a eu une crise cardiaque hier. Elle est à l'hôpital, et les médecins disent qu'elle va s'en sortir, mais c'était sérieux. Mon premier instinct a été de poser des questions sur l'assurance, les factures, de savoir s'ils avaient besoin d'aide financière. Mais je me suis retenue. Ce n'était plus mon rôle. Je suis désolée d'entendre ça, papa. Comment tiens-tu le coup? J'ai peur, a-t-il admis. Et je n'arrête pas de penser à la façon dont les choses ont été entre nous tous cette dernière année. La vie est trop courte pour ce genre de séparation. Je suis allée à l'hôpital ce soir-là, ma première fois à voir mes parents en 12 mois. Papa avait l'air épuisé, les rides de soucis plus profondes sur son visage, mais il s'est illuminé en me voyant, me serrant dans une étreinte féroce. Merci d'être venu, a-t-il murmuré. Maman était réveillée quand je suis entrée dans sa chambre, et l'année de séparation l'avait changée autant qu'elle m'avait changé. Elle semblait plus petite en quelque sorte, plus fragile, mais aussi plus calme. Léna, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Tu es ma mère, répondis-je simplement. Bien sûr que je suis venue. Nous avons parlé pendant 1 heure, prudemment, en évitant les sujets qui nous avaient séparés. Elle m'a posé des questions sur mon travail, ma vie, mon bonheur. Je lui ai posé des questions sur sa convalescence, ses projets, ses besoins. Ce n'étaient pas les retrouvailles que l'une ou l'autre aurait pu imaginer, mais c'était un début. Alors que je me préparais à partir, maman m'a attrapé la main. J'ai pensé à ce que j'ai dit ce soir-là au dîner, dit-elle, sur le fait que tu ne faisais pas partie de la famille. C'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais dite et la plus fausse. Tu ne fais pas seulement partie de cette famille, Léna. Tu and es le cœur. Les larmes ont rempli mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'être enfin vue pour qui j'étais vraiment. J. Sayas, Dj. Et je le savais. J'avais toujours été le cœur de la famille. La question était de savoir s'il méritait ce cœur. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, a poursuivi maman. La façon dont elles étaient n'était pas juste pour toi. Mais j'espère que nous pourrons trouver une nouvelle voie. Au cours des mois suivants, c'est exactement ce que nous avons fait. Les dîners de famille ont repris, mais avec de nouvelles règles et dynamiques. Chacun contribuait à ce qu'il pouvait, que ce soit financièrement ou par son temps et ses efforts. J'aidais quand je le choisissais, pas parce qu'on attendait de moi que je résolve tous les problèmes. Maman et moi avons suivi des séances de thérapie ensemble, travaillant sur des décennies de dynamique familiale compliquée. C'était un travail difficile, mais c'était aussi une guérison. Thomas et Guillaume ont tous deux fait des efforts pour reconstruire leur relation avec moi, reconnaissant la manière dont ils avaient pris mon soutien pour acquis. Leurs excuses sont venues avec des changements de comportement, avec un effort sincère pour être de meilleurs frères et des adultes plus responsables. 6 mois après la crise cardiaque de maman, nous avons célébré le 61e anniversaire de papa dans le même restaurant où tout s'était effondré l'année précédente. Mais cette fois, tout le monde a contribué à l'addition. Cette fois, j'étais là en tant que fille bien-aimée, pas en tant que ressource financière. Alors que nous levions nos verres pour porter un toast à papa, j'ai croisé le regard de maman de l'autre côté de la table. Elle m'a souri, un sourire plein d'amour, de respect et d'appréciation sincère pour la femme que j'étais devenue. À la famille, a dit papa, sa voix forte et heureuse. À la famille, avons-nous tous répété. Mais cette fois, quand j'ai prononcé ces mots, je savais que j'appartenais vraiment à la famille pour laquelle je portais un toast. Non pas à cause de ce que je pouvais fournir, mais à cause de qui j'étais. La crise cardiaque avait été un électrochoc pour nous tous, mais surtout pour maman.
Elle avait réalisé que repousser les gens qui l'aimaient le plus ne protégeait pas sa fierté, cela détruisait sa famille. Ma relation avec David a continué de s'épanouir. Il avait été incroyablement solidaire pendant la crise familiale, comprenant que parfois, aimer quelqu'un signifie lui donner l'espace nécessaire pour guérir ses autres relations. Tu es différente de la première fois où nous nous sommes rencontrés, a-t-il observé un soir alors que nous nous promenions dans le parc près de mon appartement. Différente comment? Plus en paix avec toi-même, plus confiante en ta valeur. Il avait raison. L'année de séparation avec ma famille m'avait appris que ma valeur ne dépendait pas de ce que je pouvais faire pour les autres. J'étais digne d'amour simplement en étant moi-même. Le travail a continué de bien se passer. J'avais été de nouveau promue et je dirigeais maintenant une équipe d'analystes. Les compétences en leadership que j'avais développées au fil des années de gestion des crises familiales se sont bien transposées à la gestion professionnelle, mais sans la manipulation émotionnelle et la culpabilité. J'avais également lancé un programme d'éducation financière pour les jeunes femmes, leur enseignant les compétences que j'avais apprises à la dure sur la budgétisation, l'investissement et le maintien des limites financières avec la famille. C'était un travail profondément gratifiant qui me donnait l'impression de transformer mes expériences douloureuses en quelque chose de positif pour les autres. La chose la plus importante à retenir, disais-je aux femmes de mes ateliers, est que le soutien financier ne doit jamais se faire au détriment de votre bien-être émotionnel. La générosité est belle, mais pas lorsqu'elle est exploitée. Beaucoup de femmes ont partagé des histoires similaires à la mienne, et j'ai été étonnée de voir à quel point ces dynamiques financières familiales étaient courantes. Il semblait que je n'étais pas la seule fille à qui l'on avait demandé de sacrifier sa propre sécurité financière pour la stabilité de la famille. À l'approche du 2e anniversaire de ce dîner d'anniversaire, je me suis retrouvée à réfléchir à la façon dont ma vie avait complètement changé. J'étais dans une relation saine, je m'épanouissais professionnellement, j'étais financièrement stable, surtout, en paix avec mes relations familiales. La femme qui était sortie de ce restaurant 2 ans plus tôt était brisée et désespérée de validation. La femme que j'étais devenue était forte, confiante et claire sur sa propre valeur. Cette croissance ne s'était pas faite sans coup. Il y avait eu des nuits solitaires, des conversations difficiles et des moments de doute sur le fait de savoir si je faisais ce qu'il fallait. Mais chaque défi avait conduit à une plus grande force, une plus grande clarté et, finalement, une plus grande paix. La dernière pièce de la guérison est arrivée lorsque maman m'a demandé si elle pouvait assister à l'un de mes ateliers d'éducation financière. « Je veux comprendre ce que tu fais », a-t-elle dit, et je veux apprendre à mieux gérer l'argent pour ne plus jamais avoir à te mettre ce genre de fardeau sur les épaules. Regarder ma mère prendre des notes pendant que j'expliquais les stratégies de budgétisation et les principes d'investissement était surréaliste, mais c'était aussi profondément émouvant. Elle faisait un effort sincère pour comprendre mon monde et pour prendre la responsabilité de son propre avenir financier. Après l'atelier, elle s'est attardée alors que les autres participants sortaient. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit simplement. Pas seulement pour ce que tu as accompli professionnellement, mais pour la façon dont tu t'es défendue. Tu as appris à toute notre famille à mieux aimer. Ces mots signifiaient plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, quand les gens me posent des questions sur les relations familiales et les limites financières, je leur parle de ce dîner d'anniversaire. Je leur parle de mon départ d'une famille qui tenait mon amour pour acquis et du long et difficile processus de reconstruction de ces relations sur des bases plus saines. Parfois, je dis que la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre le dysfonctionnement, même lorsque ce dysfonctionnement est devenu confortable pour toutes les personnes impliquées. La femme qui a levé son verre ce soir-là et a dit « Parfait, alors ne me demandez plus d'argent » n'était ni cruelle ni vengeresse. Elle se défendait enfin, après 28 ans. Et ce faisant, elle s'est sauvée non seulement elle-même, mais toute sa famille. Parce que le véritable amour ne consiste pas en ce que vous pouvez fournir à quelqu'un d'autre. Le véritable amour consiste à se voir clairement, à s'accepter pleinement et à se choisir librement. C'est le genre de famille que j'ai maintenant, et cela vaut plus que tout l'argent du monde. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous trouvé le courage de donner la priorité à votre propre bien-être? J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la famille, les relations et la découverte de votre propre force. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas mesurée par ce qu'il peut faire pour les autres. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous aimer assez pour exiger un meilleur traitement. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.